De revenir, alors je pense qu'il y a d'autres députés qui vont arriver puisque leurs affaires sont là. Il devrait y avoir au moins 3 autres députés, je pense, qui vont arriver en cours, mais nous allons commencer. Donc je suis ravie de conclure cette journée d'audition en accueillant Madame Sarah Forestier. Merci à vous vraiment de venir dans cette commission d'enquête. Donc vous êtes actrice, réalisatrice, connue, reconnue. Vous venez de témoigner aujourd'hui devant notre commission des violences et de l'omerta qui ont existé et existent vraisemblablement encore aujourd'hui dans le cinéma français. Et au nom de la commission, au nom des députés présents, merci de cette démarche. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs, mais aussi contre les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Des témoignages comme le vôtre sont donc extrêmement précieux pour éclairer les travaux de notre commission et nous amener à formuler des propositions fortes et adaptées au monde du cinéma qui permettent véritablement de changer les choses. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire micro ouvert, je le jure. Eh bien, je le jure. Merci madame et nous vous laissons prendre la parole pour un propos liminaire. Ensuite, nous vous poserons des questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie en fait de me laisser l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet et surtout dans ce cadre. Donc j'ai choisi ce lieu, ce cadre-là, pour investir ma parole parce que je ne me résous pas à ce que les institutions de l'État ne prennent pas à bras-le-corps ce sujet et que ainsi les choses se déplacent dans d'autres sphères, comme les sphères médiatiques. Puisqu'il s'agit de violence dans le milieu du cinéma, je voudrais déjà dans un premier temps essayer de vous exposer les mécanismes que j'ai vus à travers mon expérience qui permettent en fait à ces violences d'exister, de prendre place, qui permettent aussi de se déployer et qui permet également ensuite de se perpétuer en faisant taire les victimes. Et ensuite, dans un deuxième temps, du coup, quand on échangera ensemble, ça serait plutôt d'essayer de proposer des pistes de solutions pour restreindre, circoncire, faire en sorte qu'il y ait de moins de violence, tout simplement. Donc, je vais vous donner, en fait, donner mon parcours. Je vais vous partager une trajectoire comme ça de vie d'actrice, parce que je pense que c'est qu'en embrassant une trajectoire dans un temps long qu'on peut comprendre comment ces violences en fait sont même intégrées, répétées, et comment collectivement en fait on les laisse prendre place, on les normalise. Je commence. Donc j'ai commencé jeune le cinéma à 13 ans, en faisant des castings. Et je dois dire, j'ai commencé ma carrière en disant non. Lors de mon premier casting, quand on m'a demandé de retirer ma culotte pour la faire tournoyer dans les airs, parce qu'il y avait une scène soi-disant comique pour ce court-métrage, et je devais la faire atterrir dans l'assiette d'un autre personnage. J'ai dit non. Et là, on m'a toisé avec pression, ils étaient outrés. Comment est-ce que j'osais dire non ? J'avais 13 ans, j'étais personne, j'avais jamais fait de film. Mais j'ai dit non, et puis je suis partie. Et en fait, ces noms, ils m'ont accompagnée toute ma carrière. C'est des noms qui constituent votre carrière, mais aussi votre personnalité, votre rapport aux autres, votre rapport à votre corps. Plus tard, pas très longtemps après, je fais mon premier film, L'Esquive. J'ai 15 ans. Sur le plateau, un des régisseurs, alors qu'on attend entre 2 scènes, me dit « J'ai envie de te faire l'amour dans les fesses ». Il a 30 ans. Il a 30 ans, j'ai 15 ans. Bon, je suis choquée. Mais heureusement, un autre régisseur l'arrête immédiatement et lui dit « Non, mais t'abuses là. Elle est trop jeune, t'abuses, quoi. » Et ça s'est arrêté là. On est passé à autre chose et ça a été un non-événement. On n'en a pas reparlé, ça a été un non-événement. Il se trouve qu'un peu avant, sur ce tournage,
il y a eu une scène avec un acteur qui devait en fait tenter de m'embrasser dans la scène. Et cet acteur, il s'amusait à cracher par terre avant les prises pour m'humilier. Bon, j'étais mal. J'en ai parlé au réalisateur qui m'a dit de l'ignorer, que c'était juste un petit con. Et voilà, on utilise toujours des termes, petit con, des mots qui en fait ne définissent pas les choses. J'y reviendrai. Et donc le réalisateur est quand même allé voir cet acteur pour le recadrer. Et puis on est passé à autre chose. C'était un non-événement. Et il y a aussi ce rapport au corps. Je me souviens notamment lors de ce tournage, une scène où en fait, on avait les mains sur le capot d'une voiture, la portière était ouverte, et puis quelqu'un, sans faire exprès, a fermé la portière. Mon doigt est resté dans la voiture. J'étais blessée, mon doigt était tordu, il était violé. Ils ont appelé les pompiers, on a arrêté le tournage, on a arrêté la scène. Et pendant qu'on attendait les pompiers, le réalisateur est venu me voir et m'a dit « Sarah, est-ce que ça serait, je crois, formidable si on pouvait utiliser l'état dans lequel t'es ?» Effectivement, j'étais blême, j'étais blanche. Et si on pouvait utiliser cet état de fébrilité, en fait, pour tourner une scène dans la voiture, et que ça serait fort. Alors, je suis retournée dans la voiture, et j'ai tourné cette scène en étant dans cet état. Donc, ce rapport au corps, je l'ai intégré très tôt, en fait. Et c'est ce rapport au corps qui fait que, dans d'autres films, par exemple, je me rappelle un film où on tournait une scène où j'étais dans un bassin, où je nageais, et on tourne, vous savez, on fait beaucoup de prises, on tourne des heures, et dans l'eau, on attrape très vite froid. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve à force avec la bouche violette, presque bleue, la mâchoire qui claque, j'ai mon corps qui presque convulse, et on vient me prendre dans les bras et on me dit que je suis courageuse. Et c'est vrai. On donne tout, en fait. Je pense que quand on fait ce métier, il y a cette expression, on dit on se donne corps et âme, et on a envie de faire le meilleur. Je me rends compte, en fait, que tout le long de ma carrière, j'ai été vraiment un bon soldat, un bon petit soldat. J'essayais de tout donner pour une œuvre, tout donner pour un metteur en scène. Et il y avait cette idée de ce rapport au corps. Et le rapport au corps, c'est aussi me retrouver nue dans une scène, alors que j'avais jamais été nue devant quelqu'un d'autre, dans mon intimité, dans ma vraie vie à moi. J'étais jeune. Et être actrice, c'est aussi être sexuée avant même d'avoir investi sa propre sexualité. C'est aussi mentir, faire comme si on connaissait le sexe, pour pas trop se foutre la honte dans une scène d'amour qu'on doit jouer, alors que j'étais encore vierge. Ça donne même des situations assez cocasses. Mais durant ces années, donc, j'ai intégré des choses. Mais en parallèle de ça, j'étais toujours accompagnée de mes noms. Voilà, mes noms qui me protégeaient. Par exemple, tout au long de mon parcours, effectivement, j'ai rencontré des metteurs en scène qui m'ont dit qu'ils voulaient coucher avec moi et qui m'ont fait sentir du chantage, que si c'était pas le cas, je savais bien que j'aurais pas le rôle. Et j'ai dit non. J'ai dit non, et puis j'ai pas fait ces films-là. Donc ces noms m'ont protégée. Et puis un jour, il y a eu le nom de trop, le nom qu'on m'a pas laissé passer, le nom que j'ai exprimé et qu'on m'a fait payer. J'étais en préparation d'un tournage. On faisait des essais caméra. Et puis j'avais très très mal au ventre. Mal au point de m'allonger sur un canapé. Personne n'a fait attention à moi. Et puis le soir même, en fait, en rentrant, j'ai été aux urgences. J'avais vraiment trop mal. Et là, la médecin qui m'a auscultée m'explique que en fait, je fais une hémorragie interne. J'ai 1,5 litre de sang répandu dans le ventre parce qu'en fait, je venais de faire une grossesse extra-utérine et que j'avais une trompe qui avait explosé. Donc, j'ai été immédiatement opérée. Et suite à ça, j'ai eu une péritonite. Donc, c'est une infection assez grave où on peut mourir. Donc, j'ai été hospitalisée et ils m'ont mis sous intraveineuse d'antibiotiques. Au bout de 2 jours, je suis toujours à l'hôpital. J'appelle la réalisatrice pour la prévenir. Et là, elle m'engueule. Elle me dit que j'aurais dû l'appeler plus tôt. Bon. Il va y avoir le début de tournage. Le début de tournage est décalé d'une dizaine de jours. Et puis, avant de tourner, j'apprends, on me dit que l'acteur avec qui je vais tourner,
il est un peu énervé, quoi. Ça le fait chier, je cite, qu'on ait décalé le tournage, parce que ça ne l'arrange pas pour son tournage d'après, parce qu'il était serré dans les plannings. Aucune compassion pour moi, aucun mot de soutien concernant mon hospitalisation, rien. On commence le tournage, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et j'étais dans une ambiance, en fait, toujours cette idée d'être un bon soldat, de vouloir bien faire les choses. En plus, je connaissais les producteurs, donc je voulais vraiment pas les lâcher, quoi. Et puis, il y a donc premier jour, deuxième jour, troisième jour, et je suis dans cette voiture avec cet acteur le soir, quand on rentre ensemble. Il est au téléphone avec sa compagne, il raccroche et il dit « Putain, elle fait chier, elle veut garder le gosse. Et moi, en fait, j'ai déjà 2 enfants avec 2 femmes différentes, fait chier, quoi. » Donc moi, je suis dans cette voiture avec cet homme qui parle comme ça. Et je me sens mal, en fait. Je me dis que... Enfin, je sens qu'avec lui, une femme, elle ne doit pas la ramener, quoi. Et que je dois me faire petite. Et je le sens, ça. Je le sais. Et puis au bout du 3e jour de tournage, pour une broutille, une histoire d'accessoires qui était sur le plateau, on ne se comprend pas sur quelque chose et ça l'énerve, il me parle mal. Et là encore, je me sens mal parce que je me dis, ça ne va pas être possible de faire tout un tournage comme ça, je vais me sentir rétrécie de l'intérieur. Il va falloir encore que je m'écrase, c'est pas possible, quoi. Donc je décide d'aller le voir dans les loges, après, au calme, je prends sur moi. Et je vais le voir et je lui dis voilà, et on va faire 2 mois de tournage ensemble, ça serait bien que ça se passe bien, quoi. Et je me sens pas très bien. Et en fait, il est pas d'humeur de parler. Ça l'énerve, il veut pas qu'on parle. Et il se met à s'énerver et il me dit bon allez vas-y, casse-toi, pousse-toi ou je vais te gifler. Je suis choquée, je le regarde. Et là, encore une fois, j'ai mon nom qui m'accompagne. Je lui dis non, tu ne me menaces pas. Et puis tu me fais pas peur. Et ça l'énerve. Il aime pas. Et il monte dans les tours et il me gifle. Et donc je me prends cette gifle. Je hurle. Et je demande immédiatement à ce qu'on m'emmène à l'hôpital. Pardon, je vais continuer. Et donc en fait, je demande à ce qu'on m'amène à l'hôpital. Et je sens que l'équipe panique, quoi. Ils savent pas gérer ce genre de situation. Et donc, quand on est sur les tournages, très souvent, c'est ce que je vous expliquais, c'est que, en fait, mes affaires à moi étaient restées dans ma chambre d'hôtel, ma carte bleue. Mais voilà, j'avais pas de quoi me payer un taxi, donc j'étais dépendante. Donc je me retrouve dans cette situation où je leur dis, je veux aller immédiatement au commissariat. Et je vois qu'ils paniquent, et en fait, on essaye de m'empêcher d'aller au commissariat. Alors j'insiste, je leur dis, mais vous êtes malade ? Je dis, vous m'emmenez au commissariat ? Ils finissent par m'emmener au commissariat. Et là, au commissariat, je me présente. Et puis, on me dit qu'on va prendre ma plainte. J'attends dans le hall. Et là, dans le hall, j'ai la réalisatrice qui vient et qui me fait du chantage. C'est-à-dire qu'elle me fait culpabiliser. Elle me dit que si je porte plainte, en fait, je vais détruire son film. Elle essaie de me dire que c'est pas si grave, qu'en fait, il m'a juste à peine effleuré le visage. Elle a aucun mot de compassion. Je vois que, encore une fois, il faudrait que ce soit un non-événement. Et j'accepte pas. Je suis choquée parce qu'elle me dit, je suis sans voix, et je lui dis, écoute, tu pars d'ici, en fait, t'as rien à faire au commissariat là, à faire ce que t'es en train de faire. Et puis je vois à travers la baie vitrée qu'une partie de la production a ramené l'acteur devant moi pour qu'il vienne en fait devant le commissariat pour s'excuser. Et en fait, on me demande de l'excuser, mais on me demande de l'excuser pour mettre la poussière sous le tapis en fait, qu'on passe à autre chose. Et moi ça aurait été, je sais pas, il m'aurait juste insulté à la limite, d'accord, mais là c'était en 20 ans de carrière, on m'avait jamais frappé, personne n'avait jamais levé la main sur moi. Donc, j'ai dit non. J'ai dit non, il peut repartir. Je suis allée dans le bureau avec le policier et j'ai dit, vous pouvez repartir.
je vois qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui prend toute la place, c'est la peur pour eux. La peur de quoi ? La peur de l'argent. Parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer ces situations, parce qu'ils ont peur par rapport à l'argent, par rapport aux assurances. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas licencié l'agresseur ? Parce qu'en fait, ça coûterait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il faudrait retourner les 3 jours de tournage que je viens de faire avec lui. Et donc, en fait, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la poussière sous le tapis et la victime doit encaisser. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Et donc, après, je suis sortie du commissariat, puis je suis rentrée chez moi. On était en province, je suis rentrée à Paris. Je me sentais seule, je voulais me protéger. Évidemment, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit et l'état dans lequel j'étais... En fait, j'étais encore sous traitement antibiotique oraux cette fois. Et en fait, j'ai eu très très mal au ventre toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai été voir un médecin. Et il m'a auscultée, il m'a dit je te mets tout de suite en arrêt maladie. J'ai 3 médecins qui m'ont mis en arrêt maladie. Ma gynécologue, le médecin qui s'était occupé de moi pour ma péritonite à l'hôpital. Et les 3 m'ont prescrit un arrêt maladie parce qu'en fait, mon inflammation, quand ils m'ont auscultée, avait repris. Et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je me repose, que je prenne soin de mon corps, de moi, parce que sinon, en fait, je risquais de plus pouvoir avoir d'enfant, puisqu'il ne me restait qu'une seule trompe. Et donc, je décide de prendre soin de moi. La production, pendant ce temps, me met la pression pour que je revienne sur le plateau à 14h, je crois. Et quand ils voient que je ne suis pas là sur le plateau et qu'on leur donne l'arrêt maladie, tout de suite, il y a un renversement de la situation. Un inversement de la culpabilité, de la responsabilité. Et je vois que je deviens l'ennemi, en fait. Celle qui met en danger l'argent de ce film. Et à partir de ce moment-là, moi, donc, les jours qui suivent, je prends soin de moi, je me soigne. J'essaie de me remettre psychologiquement aussi de tout ça. Et puis, il se trouve que mon avocat parle avec la production parce que j'ai quand même tourné 3 jours et qu'il voulait pas me payer, en fait, pour les 3 jours que j'avais fait. Donc, mon avocat parle avec eux et puis leur dit écoutez, en plus, dans le contexte dans lequel c'était juste après l'affaire Weinstein. Adèle Haenel n'avait pas encore pris la parole. Et le contexte faisait que si ça s'ébruitait, c'était mauvais pour la production. Ça n'a pas manqué. 2 jours après cette discussion, il y a un article qui est paru dans la presse People qui était un renversement total des responsabilités de la situation. C'est-à-dire qu'ils m'ont accusé, moi, de l'avoir giflé. Et en fait, c'est imparable. Parce que derrière... Donc je tiens à dire que c'était dans un magazine People. Et qu'ils ont fait un témoignage anonyme. Totalement mensonger. Et que... je pensais pas qu'on puisse... J'étais sans doute niaise, naïve, mais je pensais pas qu'on pouvait renverser la situation, mais en même temps, c'est implacable. Comment je pouvais, après ça, prendre la parole ? Puisqu'il m'avait accusé d'avoir, moi, donné la gifle. Comment, moi, j'aurais pu dire que je l'avais reçue, cette gifle ? Parce que je l'ai reçue, cette gifle. Du coup, ils ont bien réussi à me faire taire, entre guillemets. Derrière ça, c'était comme un coup de massue supplémentaire, évidemment, psychologiquement, en sachant que moi je le voulais, cet enfant, déjà. J'aurais aimé avoir un enfant et c'était déjà très dur pour moi psychologiquement. J'avais été en fait dans un état de faiblesse et recevoir toutes ces violences dans cet état de faiblesse, c'est ce qui fait que j'étais pas armée. J'étais pas forte en fait pour pouvoir face à ces situations. Et quand ils ont mis ce dernier coup implacable, j'étais à terre, j'étais terrassée, je me souviens. Ça me fait très mal de
repenser à ça, mais je me souviens avoir été... Pardonnez-moi. D'avoir été à 4 pattes, à genoux, dans mon salon, sur mon parquet, en train de pleurer. Parce que je venais d'apprendre l'article. Et je me souviens de cette image. Je me souviens de moi à 4 pattes sur ce parquet. Ah oui, ça oui, je m'en souviens. J'ai eu envie de mourir. Pourtant, je suis quelqu'un qui a du caractère, hein, franchement. J'ai toujours été hyper joyeuse et tout. Mais là, j'ai vraiment eu envie de mourir. C'était trop à supporter pour mon corps, pour mon psychique, c'était trop. Et après, c'est simple. J'étais prévue, quelques mois après, je devais tourner dans une série. Et là, j'apprends que, puisqu'il y a eu cet article de presse qui me faisait cette réputation, j'étais virée, quoi, j'allais pas faire cette série. Et du coup, en fait, je gagnais plus d'argent pendant un bon moment. J'ai eu 2 projets comme ça qui ont été annulés. Je pouvais plus payer mon loyer, je me suis endettée. Comme en plus je comptais sur le tournage, là où j'ai été giflée pour pouvoir avoir de l'argent pour tenir pendant un certain temps. Vous savez, nous les acteurs, on travaille un temps, puis après pendant un an, on peut ne pas travailler. Donc, bref, je me suis endettée. Et puis là, je sais pas, j'ai survécu comme je pouvais. Suite à ça, j'ai finalement quand même réussi à retourner dans des films. Mais j'arrivais dans un état... j'ai été dégoûtée du cinéma, en fait. Donc, en fait, j'avais plus confiance aux équipes de films. J'étais dans la défiance. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse se comporter comme ça. Et je pense même que c'est difficile à croire, en fait. Je pense que les agresseurs, ils se défaussent, et les complices aussi, parce que, en fait, c'est trop difficile, je pense, de voir de manière aussi crue la violence et même la cruauté. Donc voilà, j'ai continué à faire des films, j'ai bientôt fini. J'ai continué à faire des films, et voilà, j'avais plus confiance aux gens. Et en fait, quand j'arrivais sur les plateaux, je voyais dans le regard des gens que, comme on dit, ta réputation te précède, avec tout ce qui avait été dit sur moi. Je les voyais me regarder avec un regard de jugement. Et moi, j'étais déjà tellement... En fait, j'avais cette sensation d'injustice à l'intérieur de moi, très forte. C'était tellement injuste ce qui m'était arrivé. Alors de voir des gens qui me regardaient comme si c'était moi qui étais coupable, c'était encore pire. Du coup, c'est un cercle vicieux qui se passe. C'est que, du coup, vous êtes encore plus sur la défensive. Et plus vous êtes sur la défensive, plus les personnes en face disent « Ah, tu vois, elle est bizarre. Tu vois, elle est bizarre. Il y a quelque chose. » Et c'est comme un piège. C'est si bien fait. C'est comme un piège qui se referme sur vous. Et pour en sortir, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, en fait. Et donc, un tournage, 2 tournages, et en fait, c'est comme un cercle vicieux, puisque si ça se passe pas bien sur le tournage d'après, ça confirme que vous étiez vous le problème. Et j'ai continué des tournages comme ça, mais en fait, j'étais pas bien. Je me sentais humiliée, oppressée par quelque chose qui s'était refermé sur moi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense comme toutes les femmes qui sont victimes de violences dans ce genre de milieu, je me suis retirée. Je me suis retirée parce que c'est la seule solution. Je me suis retirée pour essayer de me reconstruire dans mon coin. Et puis, il y a eu le témoignage d'Adèle Haenel. Et il y a eu la libération de la parole. J'ai lu une interview. Je suis tombée sur une interview d'Isabelle Adjani. C'était incroyable. Isabelle Adjani expliquait dans cette interview, je pourrais vous la transmettre, exactement ce qui m'est arrivé. Elle explique qu'elle était au théâtre. Elle a joué dans une pièce. Un acteur
qui est violent l'avait frappée, l'avait giflée, je crois. Et elle avait quitté la pièce et elle me dit, j'essaie de me remémorer ces mots, mais ça résonne encore dans ma tête. Elle dit, j'ai arrêté la pièce et tout le monde m'était tombé dessus, comme si c'était moi qui étais responsable. Et il me semble même que l'acteur avait menti lui aussi en disant que c'était elle qui avait été violente. Et quand je pense à ça, Isabelle Adjani, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce sketch qui était même passé au César, où on dit, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch, où on se moque d'Isabelle Adjani en disant « Je ne suis pas folle, vous savez ». Et on rigole d'elle. Et il y a cette réputation comme quoi elle est folle. Et en fait, les femmes qui sont abîmées de cette manière-là, derrière, c'est presque l'œil luisant qu'on les enferme dans cet adjectif de folle. Et quand j'ai lu le témoignage d'Isabelle Adjani, je me suis dit, mais en fait, ça m'a libérée d'une certaine manière, avec Adèle et Nel, ce qu'elle avait dit. Et tout d'un coup, Isabelle Adjani, je me suis dit, mais en fait, c'est des mécanismes qui sont implacables, qui sont répétés. Et je pense qu'avec la libération de la parole, on s'est collectivement déniaisé. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai un peu pu structurer les choses dans ma tête, comprendre ce qui m'était arrivé. Et il y a quelque chose de très important que je voudrais dire aussi, c'est que, vous savez, quand vous êtes dans ces moments-là, que vous êtes dans la descente aux enfers, on vous somme de faire un examen de votre propre parcours pour voir si vous-même, vous n'avez pas fait des erreurs. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas une victime parfaite, on n'accepte pas que vous soyez une victime. Et en fait, c'est un piège, parce que ça n'existe pas une victime parfaite. Et donc, en fait, on vous somme déjà, vous, de vous dire, mais sur tel tournage, il s'était passé ça quand même, t'avais fait ça. Et en fait, on vous somme de regarder toutes vos erreurs. Et excusez-moi l'expression, mais c'est comme si on vous faisait manger votre tartine de merde jusqu'au bout. Vous devez, vous, faire un examen de conscience pour qu'ensuite on accepte de dire « Ah oui, peut-être tu as été victime de quelque chose ». Et je voudrais dire que moi, en fait, quand j'ai commencé à me reconstruire et à aller mieux, c'est à ce moment-là que j'ai pu regarder moi aussi, puisque je voyais un système, j'ai commencé à me déniaiser, voir le système. Et bien après ça, j'ai pu faire un examen de mon parcours ici et de voir les violences que j'avais pu répéter. Et j'ai appelé des gens pour m'excuser, de leur dire voilà, si je t'ai mal parlé à ce moment-là, si j'ai pu te heurter, te blesser, si voilà, j'étais mal et que tu l'as pas vu et que c'était un peu rude, je m'en excuse. Et on essaye de faire le maximum pour voilà, faire cet examen de conscience aussi, de se dire que peut-être moi, sur mon film, j'avais pas assez protégé mes actrices, que sur mon film que j'ai réalisé, je me suis rendu compte après coup que j'avais tellement intégré une manière de faire du cinéma. J'avais commencé sur l'Esquive avec un metteur en scène qui est un grand metteur en scène, mais où les violences sont intégrées. Et je me suis rendu compte que j'avais tellement intégré cette manière de faire du cinéma que j'avais moi-même une défiance vis-à-vis des équipes techniques et j'avais intégré tout ce rapport au corps et qu'on devait avancer et faire du cinéma comme ça. Et même ça me rend triste parce que je me dis, mais en fait, c'est pas Sarah, c'est pas moi qui veux faire du cinéma comme ça. Et donc, je l'ai fait, cet examen de conscience-là, j'ai appelé les personnes que j'ai pu heurter. Mais, je voudrais dire quelque chose, ou des personnes, par exemple, que j'avais pas rappelé, qui avaient fait des castings pour mon film et que j'avais laissé traîner. Et je me disais, mais parce que avec le réalisateur de l'Esquive, c'était pareil. C'était parfois 6 mois de casting et puis on vous donne pas de réponse et puis je me disais c'est pas grave, tu l'as vécu Sarah, tu en es pas morte. Mais en fait, voilà, il y a des gens que j'ai pas rappelés, il y a des gens et en fait c'est des humiliations, c'est pas acceptable.
Et donc voilà, je me suis excusée au maximum de personnes à qui j'avais pu faire ces choses. Mais pour terminer, je voudrais juste dire une chose, c'est que il y a une grande injustice quand même, parce que Isilde Lebesco en parlait très bien aussi dans son livre. Dire vrai, elle disait qu'elle s'était rendue compte aussi de choses qu'elle avait pu reproduire sur son propre tournage avec ses acteurs. Mais cet examen de conscience, c'est nous qui le faisons. C'est pas les agresseurs. Ils le font pas eux. Et il y a un espèce de relativisme aussi dans le cinéma qui met sur le même plan, par exemple, le fait que on peut avoir fait l'erreur de mal parler à quelqu'un, mais ils vont mettre ça sur le même plan qu'un acteur qui gifle ou qu'un acteur qui fait une agression sexuelle. Et ce relativisme-là, franchement, pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que vraiment, c'est parce que dans leur tête, c'est vraiment au même niveau ? Non, maintenant, vraiment, je pense que c'est tout simplement encore une autre stratégie pour toujours ne pas vouloir regarder ce que font vraiment les agresseurs. Voilà, mal parler à quelqu'un, c'est pas la même chose que de frapper, que d'agresser sexuellement, de violer. Et voilà, je vais terminer par une dernière phrase. Je voudrais juste dire que moi, je ne souhaite pas que mon agresseur soit empêché de faire du cinéma. Je ne souhaite pas que son nom soit placardé, c'est pour ça que je ne le dis pas aujourd'hui. Et d'ailleurs que je ne l'ai jamais dit publiquement. Je ne souhaite pas qu'il soit banni. Je veux simplement que mon agresseur aille en prison. Parce que frapper une femme alors qu'elle sort de l'hôpital et qu'elle ait utilisé ce moment de faiblesse pour la frapper, ça a détruit des années de ma vie. Voilà, mais je ne veux pas de peine de mort sociale, je ne veux pas de peine de mort professionnelle. Je veux simplement que, voilà, le nom de cette personne, de mon agresseur, le nom de mon agresseur, je l'ai donné dans la sphère judiciaire. Et je veux que la justice soit rendue dans le cadre judiciaire, mais qu'elle soit vraiment rendue. Et de toute façon, quand une personne, un agresseur, est jugé et qu'il va en prison, il est mis d'une certaine manière hors d'état de nuire le temps qu'il y est. C'est là que ça devrait se passer et c'est là que les choses devraient être réglées. Mais comme elles ne le sont pas, comme la justice est défaillante, les choses se déplacent. Et je comprends tellement que ce soit difficile aussi pour les victimes, cette impunité. Quand vous voyez votre agresseur passer à la télé, c'est insoutenable. Donc si la justice fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? On va laisser comme ça tout se régler dans la sphère médiatique ? Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement fort sur le caractère systémique peut-être des violences, mais surtout sur le système qui se met en place pour que les violences ne soient pas, restent tues à l'intérieur d'un monde. Moi, je voudrais vous poser une question et vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous ne le souhaitez pas. De quand date la plainte et êtes-vous certaine d'être dans un... Avez-vous une notification du fait qu'il y avait une instruction de cette plainte ou non ? Alors, j'ai porté plainte. En fait, le jour où ça s'est passé, donc j'ai été au commissariat. Et quand j'ai été devant le policier, il m'a expliqué que ça allait être plus long si c'était une plainte et que je pouvais tout à fait faire d'abord une main courante. Donc en fait, immédiatement, quand ça s'est passé, donc en fait, quand ça s'est passé immédiatement, j'ai déposé cette main courante et je suis vite rentrée à Paris. Et puis après, en fait, j'ai été tellement écrasée par tout le reste, tout le truc médiatique derrière, le renversement, qu'en fait, j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi. Je voulais me suicider, j'étais très très mal. Et puis on me disait, mets pas de l'huile sur le feu, Sarah. Arrête d'en parler, c'est mieux, continue.
Et j'étais tellement faible que j'ai écouté ce très mauvais conseil de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et c'est ce qu'on dit. Et on m'a même dit, pour tout vous dire, quand j'étais en partance, quand j'étais en sortant du commissariat, j'étais au téléphone et on m'a dit « Sarah, ne pars pas du tournage, ça va se retourner contre toi ». Et donc en fait, c'est systématiquement « ne parle pas, reste, encaisse » en fait. C'est ça qu'on dit aux filles. Bon bref, du coup, j'ai pas porté plainte sur le moment. J'ai pas porté plainte parce qu'en fait, les années d'après, j'étais endettée. Parce qu'il faut parler de ça aussi. L'argent. Et mon corps m'a lâché. J'avais des saignements. Je vous le dis franchement. Je m'urinais dessus, quoi. J'étais dans un état déplorable, proche de la mort, quoi. Et puis... donc en fait, vous n'êtes pas du tout en état de porter plainte, quoi. Puis vous croyez que c'est pas du tout la voie. Et puis finalement, juste avant que la prescription des faits, c'était vital. Je suis partie vivre à la campagne, en fait, et je ne pouvais pas laisser passer. Donc, un jour avant que ce soit prescrit, c'était dans mon corps, quoi. J'ai pris ma voiture, j'ai été au commissariat, j'ai tout raconté au policier qui m'a vraiment écoutée. Et je le remercie infiniment. Et qui a pris ma plainte. Et puis après, ça a été dans les limbes. Et mon avocat a demandé encore où est-ce que ça en était, mais j'ai pas de suite pour l'instant. Merci. Alors, dans cette commission d'enquête, nous ne pouvons pas traiter de faits judiciaires en cours. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Néanmoins, je pense que votre témoignage ouvre un champ extrêmement important d'investigation pour notre commission d'enquête, qui est quels mécanismes se mettent en place pour faire taire les femmes ou pour faire taire les violences. Et dans ce que vous dites, en fait, il y a la responsabilité de celui qui a commis cet acte. Il y a aussi toute la responsabilité de la chaîne, de l'ensemble du système, de vos employeurs, du cinéma. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous voyez des pistes d'amélioration et comment nous, en tant que législateurs, puisque nous ne pouvons pas nous substituer à la justice, mais nous avons un rôle qui est de faire évoluer la loi pour protéger les personnes, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, dans le cas de votre expérience, vous aurait protégé davantage et aurait permis d'avoir un traitement différent de votre affaire? Oui. Monsieur Balanan, qui est rapporteur de la commission d'enquête. Pardon. Juste en complément et dans le même sens, juste avant quand même, vous êtes une des plus grandes comédiennes des 20 dernières années. Vous avez reçu 2 Césars et vous venez de nous décrire la machine à broyer des talents. Et je vous remercie parce que vous allez nous apporter beaucoup de choses. Et donc, je le dis avec sincérité, émotion, parce qu'on a auditionné déjà beaucoup de personnes et vous faites partie des auditions qui vont certainement marquer cette commission d'enquête. Donc pour rebondir sur la question qui a été posée, hein, donc c'est la même question en réalité. On voit que vous avez tenu pendant presque 20 ans de votre carrière. Parce que vous nous avez décrit quand même que ça a commencé par... on vous a demandé d'enlever votre culotte à 13 ans. Oui. Ça a commencé là et vous nous avez décrit d'autres... vous avez tenu tout ce temps-là. Quels mécanismes permettent de tenir, d'avoir la carrière, le talent, les succès, les films magnifiques que vous avez faits? Et comment ce milieu peut se permettre de faire fonctionner ce système et à un moment donné de détruire un talent comme quelque part on jette une vieille paire de chaussures? Je ne vois pas d'actrice qui n'a pas été abîmée. Aucune. Personne ne passe entre les gouttes. Aucune. Quand on voit les larmes de Juliette Binoche, il y a encore d'autres choses derrière. En tout cas,
Je n'ai pas vu de femme qui passe entre les gouttes. Alors oui, bien sûr, moi, c'est aussi pour ça que je suis venue, c'est pour les pistes. Déjà, la première chose qui est fondamentale, c'est la question des assurances. C'est-à-dire qu'en fait, si l'agresseur porte la responsabilité financière, alors une production peut faire ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire arrêter le tournage, jauger la situation et extraire l'agresseur. Et si on doit retourner 3 jours de tournage sans lui, et qu'il y a 3 jours qui sont perdus financièrement, c'est lui qui en porte la responsabilité. Et en fait, c'est ça le nerf de la guerre. C'est vraiment les assurances. Déjà, premièrement. Ensuite, il y a une autre piste que je voulais avancer, c'est que dans les castings, je pense qu'il devrait y avoir systématiquement, selon la loi, une obligation de lire un court texte, surtout aux jeunes qui viennent, qui serait un texte très simple, qui dirait, voilà, on va passer un casting, si à un moment donné tu es mal à l'aise avec quelque chose, si tu ne te sens pas de le faire, tu as le droit d'arrêter le casting et de ne pas faire la chose. Si c'est un texte très court, qui est obligatoire avant chaque casting, eh bien, les gens seront informés en fait. Les jeunes seraient informés. Parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans les premiers castings, on ne sait pas qu'on peut quitter un casting. On ne sait pas qu'on peut dire non. Moi, j'ai dit non parce que j'avais la chance, je crois, d'être dans une famille aussi où il n'y avait pas de choses malaisantes. Mais imaginez une personne qui vient d'une famille incestueuse. Une famille déjà, un enfant qui est dans un cadre où les limites ne sont pas posées. Il vient dans un casting, on lui demande de retirer sa culotte. Et je veux dire, les limites, c'est pas lui qui va les poser. Donc je pense qu'il faudrait quelque chose d'informatif, très simple. Pas quelque chose de laborieux. Mais en fait, ces choses, c'est même dingue que ça n'existe pas. Mais si, quand un jeune arrive, imaginons même qu'il vienne d'une famille incestueuse, il arrive pour faire un casting et puis il lit un texte très court où on lui dit « Si t'es pas à l'aise avec quelque chose, t'as le droit de dire non et de partir ». Déjà, il le sait en fait. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent « C'est de l'art, les limites sont floues, je sais pas si c'est ce que j'ai le droit de faire ou pas. Et est-ce que je vais être grillée si je pars de ce casting ?» Et juste pour vous donner une anecdote, vous savez, quand j'ai réalisé mon film, je me suis rendu compte que j'avais tout d'un coup j'avais plusieurs directrices de casting et il y en avait une qui filmait, qui avait casté des gens, des jeunes gens, et je me suis rendu compte qu'elle leur avait fait jouer des animaux, mais de manière humiliante. Et je vois ça, et puis elle dit à l'acteur « Tiens, joue le chien, fais le chien, fais tel animal ». Je l'ai viré sur le champ. Mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que les humiliations, ce genre de choses. Il y a des accompagnements pour les mineurs sur les plateaux. On pourrait imaginer qu'ils arrivent dès les castings, de sorte que ça soit quand même plus qu'un texte, mais que ce soit un adulte qui puisse faire dire le droit et dire la limite, qui ne soit pas la personne directement sélectionne. Alors il y avait monsieur Amir Chahi et ensuite madame Thiebaud-Martinez. Madame Forestier, je voulais vous poser une question. Est-ce que quand vous êtes entrée ou peut-être juste avant d'entrer dans ce tunnel que vous avez décrit, dans la profession et surtout auprès de comédiennes, vous avez pu trouver des points d'appui, des points d'aide, des points d'ancrage pour parler de ce qui vous était arrivé, ou pas du tout? Je pose la question parce que lorsque MeToo a explosé, lorsque Adèle Haenel a pris la parole, lorsque la libération de la parole a eu lieu, une phrase revenait souvent, c'est « tout le monde savait ». Tout le monde savait que c'est comme ça que ça se passe dans le cinéma. Bon. Et vous écrivez parfaitement la question de façon systémique. Et je voulais savoir si vous parlez de votre isolement. Est-ce que il y avait pour vous la possibilité, ou cette possibilité n'existait pas, de vous rapprocher de consoeurs qui auraient pu
à ce moment-là, trouver le reflet de leur propre expérience, ou est-ce qu'il a vraiment fallu attendre que Adèle Haenel et d'autres parlent pour que vous sentiez en situation de le faire, mais vous toute seule? Alors, si vous en êtes d'accord, on va prendre plusieurs questions et comme ça, vous pourrez... Alors, Madame Thiébaut-Martinez et après Monsieur Taverne. Je vous laisse noter. Merci. Bon, déjà, vraiment vous remercier pour votre témoignage qui est très fort, et je pense que c'est pas évident d'être là et de raconter tout ça. Ça nous est fort utile, bien sûr, et vraiment merci pour ça. Moi, je voudrais réagir à la proposition que vous faites sur un texte qui pourrait être lu, donc notamment aux mineurs, dans un casting. Je comprends l'intérêt, hein, et je vois, il y a le côté un peu, si le texte qu'on a lu, il correspond pas à ce qu'on demande à l'enfant, en gros, l'enfant, il se lève et il se casse, quoi. C'est un peu ça. Sauf que je trouve que dans cette proposition-là, ce qui peut être problématique, c'est qu'on fait porter la responsabilité des limites à un enfant, et justement vous donniez l'exemple d'enfants qui auraient pu subir par exemple des violences sexuelles. On sait que la perception, le rapport au corps pour des victimes de violences sexuelles n'est pas du tout la même que pour un enfant qui a évolué dans un environnement où il n'a jamais été confronté à ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une autre forme de protection qui pèserait davantage sur les responsables des castings plus que sur les personnes qui viennent pour faire ce casting? Merci Monsieur Taverne et ensuite vous répondez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Madame Forestier, alors on a tous été, je pense, marqués par votre émotion qui nous a touchés aussi, moi à titre personnel notamment. Vous avez vécu des situations difficiles, vous l'avez mentionné, 13 ans, 15 ans. Donc moi j'aurais deux questions, parce qu'effectivement vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est on donne tout, qui peut entraîner justement quelques dérives et d'installer en fait une culture du silence. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, mais on a préféré ne rien dire. Justement, à ce moment-là, est-ce que vous avez signalé comme quoi, effectivement, on vous a demandé de retirer votre culotte? C'est quand même une situation particulière, quand même, surtout à cet âge. Donc, est-ce que vous avez quand même signalé? Est-ce que, justement, dans ce cadre de commission d'enquête, on pourrait avoir des axes d'amélioration? C'est-à-dire que sur les tournages, bah oui, peut-être avoir... Alors, il existe, comme on disait tout à l'heure, des coordinateurs d'intimité, mais plutôt, à la rigueur, des encadrants pour les mineurs. Et surtout, quel dispositif serait justement pertinent pour stopper cette culture du silence? Parce qu'effectivement, vous avez mentionné cette question d'assurance, qui effectivement, c'est une question primordiale. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'auditionner les assurances. Mais est-ce que vous voyez aussi peut-être un autre dispositif, autre que les assurances, pour mettre fin en fait à ce cercle vicieux, pour essayer vraiment de stopper ce qui est absolument insupportable aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel? Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Si, alors, déjà, ce que vous dites, monsieur, sur les appuis dans le milieu et le fait qu'on puisse se référer à quelqu'un, et une consoeur par exemple, et qui nous dise, voilà, puisqu'il y a cette phrase de dire on savait, tout le monde savait. C'est ce qui m'est arrivé également, c'est-à-dire que quand j'en ai parlé effectivement autour de moi, bien sûr que j'en ai parlé. Les femmes parlent, bien sûr. Et effectivement, on me dit, à demi-mot, que on sait qu'il a frappé ses compagnes dans la vie privée. On me le dit. Mais, je veux dire, les responsabilités, pourquoi est-ce que ce serait les autres actrices, les autres victimes qui devraient mettre en place, qui devraient porter la responsabilité et mettre en place les choses, en fait. Le soutien, l'écho, la libération de la parole, on l'a bien vu. Moi, c'est des choses qui m'ont permis de structurer ma pensée, de comprendre ce qui m'était arrivé. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que c'est les gens qui ont le pouvoir, la responsabilité. Ce qui compte, en fait, c'est qu'il y ait une conséquence quand quelqu'un agresse, qu'il sache que derrière, financièrement, il va porter la responsabilité, et donc qu'il soit vraiment extrait du tournage. Excusez-moi, je veux parler par exemple, je ne sais pas si je peux parler même de Depardieu ou je ne sais quoi, les accusations qui sont portées contre lui ou sur un tournage.
Pourquoi est-ce qu'on le sort pas du film ? Parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et donc, en fait, tant que cette problématique de responsabilité n'est pas endossée par les bonnes personnes, et vous pouvez retourner la situation comme vous voulez, mais au final, si l'agresseur reste, qu'est-ce qu'elle fait la victime ? Elle reste à côté de son agresseur ? Elle baisse la tête ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc en fait, c'est simple, on ne pourra pas contourner cette problématique des assurances, elle est centrale. Centrale. Et comme toujours, quand il y a des cercles vicieux comme ça, c'est la fin de la chaîne, de l'action, qui détermine aussi le début. C'est-à-dire, est-ce que ça va se reproduire ? Si un agresseur est sanctionné, après, des gens ne vont pas recommencer. Donc en fait, il faut arrêter de tergiverser. C'est ça le sujet. Déjà, premièrement. Ensuite, par rapport au texte, moi, de toute façon, j'ai une conviction, c'est que effectivement, les mineurs, pour moi, il faut un accompagnement. C'est même pas de questions à se poser. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement parce que moi, je vous ai raconté des choses, mais j'aurais pu vous raconter beaucoup d'autres choses qui me sont arrivées même un projet qu'on m'avait proposé où un réalisateur m'avait demandé dans le film de m'insérer, soyez prêts, pardon, mais de m'insérer un œuf dans le vagin. Et il voulait que je le fasse pour de vrai. Et il m'a fait comprendre, c'est de l'art. Et si vraiment tu es une vraie artiste, tu serais capable de le faire. Donc j'en ai 1 milliard des anecdotes ahurissantes que vous pourriez écouter. Mais pour les mineurs, c'est sur un accompagnement. Après, pour les castings, moi j'essaie d'être vraiment pragmatique aussi, parce que je connais ce milieu du cinéma, et pour que les choses soient efficaces et que ça soit faisable. Donc, même si des gens ne sont pas mineurs, je pense que des gens qui arrivent pour la première fois à faire un casting, un texte qui dit si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, vous avez le droit de partir. C'est aussi important que d'expliquer aux enfants, c'est mon corps. En fait, c'est, comment vous dire, c'est pas rien en fait, de savoir qu'il y a des limites et qu'on a le droit de dire non. Ça peut paraître anodin que ça soit juste un petit texte, mais c'est pas rien parce qu'en fait, savoir, c'est déjà pouvoir. Donc c'est primordial et c'est des choses qui sont totalement faisables. Je veux dire, personne n'aurait d'excuse de pouvoir contourner ça. C'est-à-dire que systématiquement, dans tous les castings, eh bien oui, vous prévenez la personne, comme ça, il n'y a pas de traquenard, il n'y a pas de je ne sais quoi. Déjà, les mots, on force même les agresseurs qui seraient tentés d'eux à poser des mots de limite qui passent leur temps à vouloir effacer en fait, à vouloir invisibiliser. Donc, ça, c'est déjà une première balise. Ça n'empêchera jamais les agresseurs d'essayer quand même. Mais c'est comme un enfant à qui on a déjà dit « c'est ton corps, on n'a pas le droit de le toucher ». Quelque part, même s'il n'a pas la possibilité de dire non sur le moment. Je veux dire, on ne pourra jamais tous éradiquer, j'adorerais, mais éradiquer tous les incestes et toutes les violences. Mais petit à petit, avec des armes, on arme les cerveaux, on arme les consciences. Et à un moment donné, la personne, elle sait qu'elle peut dire non. Et ensuite, pardonnez-moi, monsieur, vous parliez de référents harcèlement, c'est ça sur les, vous pouvez me redire pardon la question, excusez-moi. Oui, bien sûr. Donc vous avez évoqué la situation que vous avez vécue à l'âge de 13 ans et une autre plus tard, 15 ans. Est-ce que justement vous avez signalé ces faits étant mineurs, et est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui les mineurs, notamment sur les plateaux, devraient être encadrés ? Alors on parle de coordinateurs. Alors oui, pardon. Oui, absolument. Mais comme je vous disais dans mon texte préliminaire, c'est que en fait, c'est des non-événements. Dire ne veut pas être entendu. Donc effectivement, bien sûr, quand il y a eu ce premier casting, moi je vous le dis je le dis très simplement. Je me suis dit, c'est des malades. C'est des dingos, quoi. Et ils étaient, je vais vous dire, pour moi l'expression, ils étaient en face de moi comme une bande d'adultes à me mettre la pression. Et encore une fois, j'ai de la chance, j'étais dans une famille où on m'a appris la liberté, on m'a appris
qu'il y avait des limites et que j'avais le droit de dire non, quoi. Et donc je l'ai dit, oui, j'ai dû le dire à mon agent de l'époque, mais comme beaucoup de choses, c'était des non-événements. Voilà. Après, je pense qu'il y a une autre chose que je voudrais proposer, c'est-à-dire que sur les mineurs, pour vous répondre, pour moi c'est implacable, il faut un accompagnement systématique. C'est hors de question de laisser les enfants à la portée d'une même possible agression. Je veux dire, risque 0, point barre, c'est des enfants, quoi. Après, pour les adultes, ce qui se passe sur les tournages, c'est qu'on a des référents harcèlement. Ça marche. Moi, je l'ai vu, et merci, ça me laisse l'occasion de le dire, puisque moi, je me suis retirée du cinéma, et je suis revenue, en fait, très récemment, parce que je suis tombée sur une équipe en or, et que je suis tombée sur, comme par des femmes, qui m'ont comprise, qui m'ont protégée. Et c'était la première assistante qui a vu le trauma dans lequel j'étais. Et je pense qu'il faut faire des formations, puisqu'il y a des formations sur les violences sexuelles. Je pense que le trauma, c'est très important. Parce que même si à partir d'aujourd'hui, on commence si on arrive à circonscrire les violences, qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ont été abîmées avant ? Parce qu'en fait, la violence, c'est pas juste un mot, ça s'inscrit dans le corps. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont abîmées, qui arrivent avec des traumas. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Je crois, et je le crois pas juste comme ça, je veux et je crois que le cinéma peut se faire aujourd'hui pour réparer aussi, pour réconcilier avec le cinéma. Parce que c'est l'expérience que j'ai eue récemment. J'ai fait ce film avec cette première assistante qui était référent harceleur sur le tournage, qui a vu que j'étais traumatisée, qui ne m'a pas jugée, qui n'a pas été dans ce cercle vicieux de écouter les réputations sur moi. Elle a vu que j'étais traumatisée, elle s'est dit, tiens, elle est abîmée, cette fille. Elle m'a comprise, elle ne m'a pas jugée. Et petit à petit, j'ai pu, moi aussi, parce qu'on se recroqueville sur soi-même en général, hein, quand c'est comme ça. Là, j'ai commencé à lui dire, voilà, je ne dors pas la nuit. Je vous passe les détails, mais voilà, je suis vraiment pas bien. Et petit à petit, je me suis rouverte, en fait. Je lui ai fait confiance. Et au fur et à mesure du tournage, j'ai commencé à mieux dormir, pas faire de malaise. Et petit à petit, ça a été comme une expérience de cinéma comme elle devrait être, en fait. Avec une directrice de production, aussi une femme, qui a pris soin de moi et qui n'a rien laissé passer. S'il y avait quelqu'un qui avait une tentative d'humiliation ou ce genre de choses, elle ne laissait passer aucune violence sur le plateau. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, je pense que le référent harceleur, c'est une chose hyper importante et que c'est fondamental que ça existe. Mais il y a une autre chose que je voudrais dire qui est très, très importante. Les agresseurs. Quand il y a une accusation sur une personne, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Cet homme, il est en attendant qu'il soit jugé, puisque la justice est lente. Qu'est-ce qui se passe ? Il est banni des tournages, il ne tourne plus. Mais moi, je suis aussi attachée à la présomption d'innocence. Donc cet homme-là, qui est accusé, en attendant, puisque la justice est lente, et pardon de le répéter, mais je ne m'y fais pas en fait. Parce qu'en fait, la défaillance de la justice a tellement de répercussions sur tout le reste, puisque ce temps est tellement long. Les gens restent entre deux. Donc il y a par exemple un homme, prenons un exemple, un homme est accusé de violence, et il devait faire des tournages, il est évincé des tournages. Moi, je proposerais que quand une personne est accusée, qu'elle soit accompagnée par quelqu'un pour être sûre et qui continue à faire des tournages. Parce que tant qu'il n'a pas été jugé, il y a la présomption d'innocence qui est là. Mais par contre, on ne peut pas prendre le risque qu'il puisse agresser quelqu'un d'autre, ou bien les gens n'ont pas forcément envie de prendre le risque d'être à côté de travailler avec une personne qui peut potentiellement les agresser. Et donc, moi je pense qu'une personne qui a été accusée, il devrait y avoir quelqu'un qui accompagne. Et je vais vous donner un exemple très personnel. Et moi je le dis aussi pourquoi. Parce que on n'aura jamais de situation idéale
Et il faut être très pragmatique. Par exemple, moi, si on me reprochait quelque chose, parce que, je ne sais pas, sur mon tournage, j'aurais mal parlé à quelqu'un, j'aurais, voilà, des torts que j'ai pu reconnaître. Si après ça, on m'avait dit, ok, il y a des choses pas cool qui ont été faites et voilà, il y a des gens qui t'accusent de choses, alors sur ton prochain tournage, tu vas être accompagné de quelqu'un qui sera avec toi. Bah voilà, il sera avec toi tout le temps. Bah moi, je le prendrais pas mal du tout. Au contraire, ce serait une occasion, si je suis innocente, bah de montrer que je me comporte bien en fait. Et moi, je pense que c'est une solution aussi parce qu'à un moment donné, si on est très sincère, enfin, si on regarde les choses frontales, des agresseurs, il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup plus que ce qui est dit là. Je vais juste aller au bout de ça. Beaucoup plus que ce qui est dit là aujourd'hui. Si on veut vraiment que tout sorte et que rien soit mis sous le tapis, il va vraiment falloir pouvoir... qu'est-ce qu'on va faire après si les gens parlent vraiment que tout sort? Les agresseurs, il n'y en a pas que 2 ou 3. Il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on continue à travailler en fait? Ils vont tous partir du métier du cinéma? Jamais ça se passera ça. Et donc, si, en attendant d'être jugé, d'aller en prison ou je ne sais quoi, si on veut que... moi, je pense qu'ils doivent être accompagnés. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette audition. Encore une fois, merci vraiment pour la sincérité de votre parole. Le rapporteur avait une dernière question et après, je vous propose qu'on conclue cette audition. Pardon. Je n'ai pas vu l'heure passer, donc j'avais plusieurs questions, mais tant pis, c'est pas dramatique. Juste, vous avez beaucoup parlé de ce texte, éventuellement. Moi, je voulais avoir votre avis sur le fait que, vous savez, si vous avez la connaissance du droit, et si vous le connaissez en tant que comédienne, en tant que réalisateur, en tant que chef opérateur, en tant que producteur, je pense que vous êtes même à même de vous protéger et de protéger. Donc, que pensez-vous d'un renforcement dans le métier du cinéma des règles du droit et du code du travail, parce que ce que vous venez de décrire juste là à l'instant très vite, il y a la présomption d'innocence, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est déjà prévu dans le code du travail. C'est-à-dire qu'en attendant qu'il y ait un jugement, l'employeur doit prendre toutes les mesures pour protéger les autres salariés. Donc, vous voyez, ça existe. Donc, est-ce que vous pensez que vous, votre formation de comédienne, les formations des opérateurs devraient être renforcées par une meilleure connaissance du droit et du droit du travail en particulier? C'est une question un peu technique pour finir, j'en avais d'autres, mais j'ai choisi celle-là. Merci, et ce sera du coup la dernière réponse parce qu'on arrive à la fin. Oui. Moi, je pense que... Enfin, la formation, évidemment, mais après, qu'est-ce qu'on fait quand la personne est là? C'est-à-dire que la formation, je crois que ça existe. Déjà, je crois que dans les contrats, maintenant, il y a quelque chose. S'il faut le perfectionner, évidemment, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire, est-ce que ces personnes, on les laisse ne plus faire de films et puis ça entretient aussi un doute de pouvoir se victimiser aussi? Alors que mais pardon, excusez-moi, je reviens juste à ça. La justice. Il faut donner tellement plus de moyens à la justice. C'est-à-dire que le problème, et c'est pour ça que je suis contente de parler ici aujourd'hui, c'est que les choses n'avancent pas parce que la justice n'est pas au rendez-vous. Les temps sont trop longs, il n'y a pas assez de moyens, et si ce n'est pas fait, on aura toujours les mêmes problèmes. Les femmes parleront et au final, ça fait comme un embouteillage. La situation n'avance pas. Donc, à vous. Merci. Je rappelle quand même qu'avant la justice, il faut déjà que les femmes acceptent d'aller jusqu'à la plainte et se sentent le courage d'y aller, ce qui n'est pas simple. Et votre témoignage le montre absolument. Donc la justice ne peut pas être la seule réponse, évidemment, et on en a esquissé d'autres, y compris vous-même, venez d'en esquisser d'autres. Merci vraiment du fond du cœur pour la force de votre témoignage qui fera, je n'en doute pas, avancer les choses. Et je souhaite à mes collègues une excellente soirée. Merci à vous d'avoir été là.